Que c'est en tournant la tête à gauche, je vois mes intestins par terre, je vois qu'ils sont étalés par terre et qui sont vraiment, bah là, je vois que c'est tout éclaté. Là, je comprends que c'est pour moi pour le coup, parfois, je peux plus le nier. Du respect pour l'ennemi, sauf certains, du style Wagner, qui sont vraiment des chiens, des genres de mecs qui ont fait du cannibalisme en Afrique, qui ont donné des bébés à manger à leur mère, des trucs dégueulasses. Et ces mecs-là ne méritent aucun respect. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast avec Maxime, ancien militaire dans l'armée française et volontaire en Ukraine. C'est ça. Maxime, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien, merci d'être venu, d'avoir fait le déplacement. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Du coup, je m'appelle Maxime, j'ai 28 ans maintenant. Ouais, J'en avais 25 à l'époque où je suis parti en Ukraine en 2023. Avant ça, j'ai été militaire en France. J'étais au 27e BCA en tant que chasseur alpin, donc combattant de montagne. Puis après, j'ai fait quelques petits jobs par-ci par-là, un peu de protec, un peu de protection maritime, vraiment les petits trucs un peu par-ci par-là. Et puis en 2023, je suis parti en Ukraine combattre contre la Russie. ouais. Et en 2023 aussi, donc la même année, quelques mois plus tard, j'ai été blessé sur le front à Klishivka, du côté de Barmout, dans l'est ukrainien du coup. Ok. Et ça consiste en quoi, chasseur alpin? Chasseur alpin, c'est. Tu vois un peu dans les films, les combattants d'infanterie, en gros, ceux que tu vois souvent dans les films qui sont débarqués, qui sont à pied, qui vont combattre directement au plus proche du front. Ouais. Bah, en gros, c'est ça comme spécialité, donc infanterie, fantassin. Et en plus de ça, on a les spécialités montagne, donc on sait faire de la montagne en été, en hiver, aussi bien skier, combattre en skiant, combattre en Ah oui. faisant du rappel ou quoi que ce soit. Donc on a vraiment cette spécialité en plus qui est comme un para, lui il a la spécialité parachutiste et nous on a Ouais. la spécialité montagne. Ok. C'est quoi qui t'a attiré dans l'armée avant ça? Avant de venir, c'est quoi qui t'a attiré? Depuis l'armée française, Ouais, alors, déjà, ouais, ouais, ouais. j'ai toujours adoré l'armée, je regardais toujours des films, des livres, j'avais beaucoup de livres où je regardais sur les histoires de guerre, etc. J'ai un oncle en particulier, mais aussi plusieurs membres de ma famille qui étaient dans l'armée, avec qui on en parlait assez régulièrement, puis je faisais des petits jeux avec eux quand j'étais petit, prendre une jumelle et regarder quelque chose ou autre, quand t'es enfant tu kiffes. Et puis bah, je sais pas, la fibre militaire elle a continué jusqu'à mes 18 ans, puis après je suis parti dès que j'ai pu quoi. Rêve de gosse, du coup. Rêve de Rêve de gosse. gosse, c'est ça. Et t'as un souvenir qui t'a marqué dans l'armée française? Un souvenir en particulier, pas tellement en fait, c'est tellement des souvenirs quotidiens. Il y a chaque jour un petit peu son petit événement, son truc sympa qui se passe. Après, bon, je pourrais peut-être parler juste survoler le fait du le coxage, c'est un événement que certains pratiquent dans l'armée, mais qui est fait bah, différemment selon les groupes, selon les compagnies, ainsi de suite. Mais voilà, c'est un moment assez marquant dans la carrière. Et puis après, il y a les remises de brevets, il y a la tarte, il y a vraiment plusieurs événements dans le parcours qui sont assez sympas, quoi, qui sont assez marquants, je trouve. On a aussi une cérémonie de l'arme quand on reçoit notre arme pour la première fois. Tu reçois quelle arme? Un FAMAS. FAMAS, ouais, FAMAS, toujours. comme tout le bah, à l'époque, c'était FAMAS, maintenant c'est le Ah, HK416. d'accord, ok. Pour la plupart des militaires français, je sais pas si c'est pour tout le monde maintenant, mais en tout cas la plupart. Mais à l'époque, c'était le FAMAS et on a vu cette petite cérémonie où on nous donnait notre FAMAS et c'était assez solennel, on va dire. Ok. Donc c'était quand même cool. Je pense que c'est le premier événement que j'ai eu de marquant dans l'armée. Donc voilà, après il y en a plein, quoi. Et après, tu as arrêté l'armée par rapport à une maladie, c'est ça? C'est ça, en 2017. En 2017, j'ai eu une méningite dans le désert du Grand Bara, si je me souviens bien, ou Arta, quelque part par ici, à Djibouti. Ouais. T'étais là-bas, du coup? J'étais à Ouais. Djibouti, j'étais sur mon mandat à Djibouti, j'étais sur mon troisième mois de mandat. On était à la veille du stage commando. Et la veille de commencer ce stage commando, j'ai commencé à. C'était au soir, plutôt le soir, vraiment avant de se coucher, on va dire. Je commençais à me sentir pas très bien. Le corps médical, lui, était parti du coup se coucher, ainsi que tous les autres. Et quand on fait des camps en général à l'extérieur comme ça, etc., on a toujours des gens qui chauffent, qui font de la garde. Donc en gros, on a toujours des collègues qui tournent autour du camp pour voir si ça se passe bien, etc. Et donc tous les collègues qui ont défilé toute la nuit ont vu que j'étais en train de vomir, Ah oui. que j'étais vraiment pas bien, quoi, en fait, à ce moment-là. Et quand on a commencé à se lever, je crois que c'était 6 heures du matin, on se levait ce jour-là. J'ai été voir le corps médical qui du coup m'a dit que j'aurais dû venir dès le début de la nuit parce qu'en fait c'était probablement une méningite et que c'était pas quelque chose de cool, quoi. Il fallait que je sorte vite du désert.
Et que bah, le problème, c'est qu'on avait un exercice actuellement. Il y avait 2 avions de chasse qui devaient venir faire un tir sur le pas de tir où on était pour un exercice. Et les avions de chasse sont toujours prioritaires sur le reste. Et donc, on ne pouvait pas faire décoller l'hélicoptère pour m'évacuer tant que les avions n'étaient Ah, pas horrible. passés. Donc là, du coup, ils ne savaient pas si me faisait sortir par la route, sauf que par la route, c'est accidenté, donc c'est pareil, c'était pas bon pour moi. Donc bah, du coup, je suis resté pendant 2 3 heures allongé dans mon brancard avant qu'ils prennent une décision. Et au final, il y a eu un hélicoptère qui a pu être déclenché une fois que l'avion de chasse les 2 avions de chasse avaient fini leur exercice. Mais du coup, voilà, c'était quelques heures bien compliquées. C'était pas des très bons souvenirs. Après, je suis arrivé à l'hôpital et puis malheureusement, ça s'est pas très bien passé. Il y a eu un jeune capitaine qui a commencé l'armée, qui commençait un peu la médecine du coup, qui a voulu faire des ponctions lombaires. Donc les ponctions lombaires, c'est une aiguille à peu près je dirais, de cette taille-là qui te rentre tu vois, un truc, comment on appelle ça, entre les vertèbres, Ouais. dans la colonne vertébrale. Et le but, c'est d'aller chercher entre les 2 vertèbres, il y a un liquide qui s'appelle le liquide céphalorachidien. En fait, la méningite en soi, c'est ça, c'est une infection de ce liquide qui se trouve autour de ton cerveau et dans ta colonne vertébrale. Et du coup, bah, le but, l'exercice, c'est d'aller chercher ce liquide entre les 2 vertèbres pour pouvoir faire des analyses et savoir s'il est infecté ou pas. Et bah, normalement, ça se passe assez bien. On fait une piqûre, ça se passe. Au pire, il y a des cas où il reprend un petit peu, mais ça va quoi. Lui, il s'est loupé pendant. Il a fait 8 erreurs, on va dire. Pour 8 fois de suite, il s'est loupé. À savoir que dans la colonne, on a des nerfs qui passent de partout, dont les nerfs des jambes, les nerfs des bras, etc. Et donc, par moment, j'avais les jambes qui bougeaient toutes seules, le bras qui bougeait tout seul. Et à un moment donné, la jambe qui bougeait plus, quoi, la jambe gauche qui bougeait plus. Et donc, il m'avait paralysé la jambe gauche temporairement, mais avait accidentellement touché la jambe gauche au niveau du nerf. Et puis, il avait été trop loin aussi avec l'aiguille, ce qui fait qu'il y avait ce liquide qui était normalement autour du cerveau, qui commençait à partir parce qu'en fait, il allait dans le sang, il se mélangeait avec le sang. Et ce qui fait qu'il y avait une chute de pression au niveau de la boîte crânienne, ce qui s'appelle un post-ponction lombaire, et donc c'est hyper mauvais. Bref, après tout le suivi, c'est mal fait, ainsi de suite, jusqu'au retour en France. Et ce qui m'a valu ma place, du coup, dans l'armée en 2017. Et suite à ça, tu peux plus revenir à l'armée? Non, c'était trop compliqué. En plus, j'ai été arrêté pendant juste mon dos, parce qu'il m'a aussi bien défoncé le dos. Ouais. Pendant plus d'un an, je ne pouvais plus faire quoi que ce soit déjà à ce moment-là avec le dos, donc c'était juste pas possible. J'étais juste inapte en fait. Suite à ça, j'ai vu que tu as fait de la sécurité. J'ai fait un peu de sécu. Alors, c'est à peu près, ouais, c'est suite à ça, parce que du coup, j'ai pris ces fameux 1 an à peu près de repos pour essayer de me soigner. Donc, la jambe, c'était revenu plus ou moins au bout d'un mois. Ça a duré un mois où j'arrivais plus trop à la bouger. Au début, plus du tout, puis après, ça revenait doucement. Et le dos, ça a duré un an. Donc, après un an, ça faisait 2018. On est arrivé en 2018. J'ai fait mes formations. La première formation que j'ai fait, c'était APR, agent de protection rapprochée. Ouais. Et puis directement, j'ai enchaîné avec les CQP APS, les SIAP, etc. Donc, c'est des formations d'agent de sécurité, d'agent de sécurité incendie. Et une fois que j'ai fini ces formations-là, je suis parti au Luxembourg faire de la sécurité. Du coup, j'avais un de mes meilleurs amis qui habitait en Belgique, frontière luxembourgeoise. Je connaissais pas trop à la base. Il m'a parlé un petit peu des salaires là-bas, de comment ça se passait, etc. Je trouvais ça hyper intéressant, forcément, quand en France tu gagnes à l'époque, peut-être c'était en sécu, ça dépend, tout le monde a des salaires différents, mais on va dire que tu es au SMIC, qui est pas grand-chose, et qu'au Luxembourg, tu arrives, tu as 2300 Ah euros oui. minimum. Bon, Ouais, ça donne ça plus fait envie. envie. Ça fait envie comme minimum. Moi, en réalité, j'étais quasiment jamais en dessous de 2007, tu vois, net. Donc, ce qui fait que bah, j'ai pris la décision de partir au Luxembourg faire de la sécurité pendant quelques temps, jusqu'à temps que j'arrive donc dans la suite de mon parcours dans un centre de réfugiés, du côté de la frontière allemande, pas trop loin de la frontière allemande, Wasservillage, ça s'appelle. Et, euh, et donc j'ai fait ça pendant un an, sécurité dans un camp de migrants. C'était vachement calme, c'était super bien, c'était des familles, c'était des anciens bâtiments de gendarmerie, super beaux, super propres. Et franchement, je trouvais ça trop bien. C'était hyper sympa, le contact avec les résidents était trop, trop, trop bien. Et donc la chef de centre, à ce moment-là, m'a dit qu'elle pensait que son idéal, c'est que c'était de ne pas faire ça en sécurité, mais de faire ça plutôt comme en tant qu'éducateur. Ouais. Et ça m'a mis un truc dans la tête, je sais pas, j'y avais pas pensé avant ça. Avant, c'était pas du tout un truc auquel je pensais. Et à partir du jour-là, j'y ai pensé et puis je me suis trouvé une solution. Moi, j'ai cherché une solution pour pouvoir le faire parce que je suis pas formaté, je suis pas du moins, j'ai pas la formation d'éducateur. J'ai pas reçu de formation, j'ai pas de diplôme, j'ai pas quoi que ce soit, tu vois. Et donc, j'ai réussi à rentrer en Belgique dans un centre en tant que au début de la nuit, donc un peu plus
Officiellement, on va dire, éducateur, mais officieusement, tu es plutôt agent de sécurité en fait la nuit. Et puis après, avec le temps, j'ai réussi à basculer de jour et à faire ce que je voulais, donc j'étais plutôt content. Puis voilà, j'ai fait ça 2 ans. Et t'as de bonnes anecdotes là-bas? Ça dépend ce que tu appelles bonne Enfin, bonnes, anecdote. intéressantes. Intéressante. Il s'est passé pas mal de choses en 2 ans. C'est un centre, c'est un grand centre, c'est une base militaire de base qui a été, comment dire, qui a été scindée en Réhabilité? deux. Non, elle a Ah, été ok. scindée en deux. Une moitié pour l'armée, une moitié pour l'armée belge du coup, et une moitié pour le camp. Donc c'est assez balèze, il y a des gros bâtiments un peu sur des blocos on va dire. Et donc il y avait 700 à 800 personnes qui étaient logées là-bas. Donc ça fait du monde du coup forcément. 700-800 personnes avec des nationalités différentes, un peu de partout. Donc forcément, ça créait des tensions de temps en temps, et différences de culture, différences de langage. Et puis on pouvait se retrouver des fois à ramasser une oreille qui avait été arrachée Ah par oui. les dents, un mec qui avait bouffé l'oreille à un autre gars. Je suis arrivé dans le couloir au moment où il l'a jeté par terre, il l'a craché par terre. Ah, Donc j'ai vu le petit bout tomber, et puis l'autre qui était par terre, ah oui. qui était un peu apeuré. Il y a les agressions comme ça, il y en a qui sortent des couteaux, mais ça va jamais trop loin en C'est de fait. la provocation, c'est pour faire peur. Ça dépend. Il y en a qui veulent pas faire peur, mais on arrive toujours à gérer en sorte que ça arrive jamais trop loin. Tu vois, Ouais. on n'a pas eu de mecs qui sont pris de coups de couteau ou quoi que ce soit. Ça, c'est toujours contrôlé, c'est toujours géré correctement. Mais encore une fois, voilà, c'est sous pression. C'est 800 personnes entassées les uns sur les autres dans des chambres où ils sont 7, 8 ou 9 des fois. C'est pas des conditions, on va dire, qui sont favorables à avoir un lieu sain, quoi. Euh, des émeutes, on a eu des émeutes dans des bâtiments avec des gens qui ont essayé de sauter par des fenêtres. Tout le bâtiment qui avait été défoncé, les fenêtres, les portes, tout arraché. Bref, il y a un peu de tout quoi. Ouais. Ça dépend des jours, c'est jamais pareil. Et avant de repartir au combat, tu avais quel regard sur la guerre en Ukraine? Dans la guerre en Ukraine, j'étais un peu mitigé, mais pas dans le sens où est-ce que c'est légitime, pas légitime ce qui se passe, est-ce que c'est problématique ou est-ce que c'est normal. Ça, j'étais déjà profondément sûr de moi depuis le début. J'étais mitigé dans le sens où j'allais aider un peuple qui avait déjà reçu toute l'aide qui était possible, bah pas toute l'aide qui était possible forcément on s'entend, mais énormément d'aide on va dire, en tout cas comparé à d'autres pays qui eux sont en guerre et dont on n'entend pas parler. Euh, Moi je l'ai surtout vu dans les camps de migrants en fait, justement dans les camps de réfugiés quand j'y étais. On ne mélangeait pas les Ukrainiens avec les autres migrants par exemple, Ok. jamais. Il y avait des camps pour tous les migrants et des camps pour les Ukrainiens. On ne mélangeait pas les deux. Ouais, c'est bizarre, hein? Donc c'était vraiment, tu vois, c'est une injustice complète pour ceux qui sont de Bah l'autre ouais. côté. Eux, ils comprenaient pas, ils n'arrêtaient pas de nous questionner là-dessus, de nous demander bah, pourquoi eux, c'est des. Voilà, ils sont différents de nous, ils sont. Non, c'est des humains, pourquoi ils sont pas avec nous du coup? Alors c'est des migrants comme nous. Et toi, tu peux pas répondre, tu sais pas quoi dire, tu sais pas comment leur expliquer que bah oui, dans le monde il y a des injustices, et surtout moi je travaille avec des enfants à la base, tu vois. Donc il y a eu ça, il y a eu le fait que bah ils sont arrivés, ils avaient eu toutes les aides du monde, ils avaient des forfaits de téléphone, ils avaient des trains gratuits, ils avaient des logements, ils avaient vraiment énormément d'aide. Et ce que les autres n'avaient pas, du coup. Ouais, par rapport aux guerres moins médiatisées que celle-là. Comparé à tous les autres pays du monde. Il n'y a aucun autre pays, aucune autre communauté du monde qui avait été avantagée comme ça. J'en ai jamais vu. J'ai travaillé avec des centaines de nationalités, je suppose. Et j'ai jamais vu un seul mec me dire bah, j'ai droit à quelque chose de plus que l'autre, quoi. Donc c'était juste inédit, en fait. Et du coup, ça m'a un peu écœuré, pas contre les Ukrainiens, parce qu'eux n'y peuvent rien, en fait. Ils sont arrivés ici en tant que réfugiés. C'est pas eux qui ont mis le couteau sous la gorge des politiciens pour avoir ça, mais plutôt contre le système et de me dire qu'il y a plein d'autres pays qui sont dans la merde et qu'on les laisse un peu tout seuls et galérer quoi. Donc j'ai eu ce petit blocage pendant quelques semaines avant de terminer mon contrat dans ce camp au début. Puis quand le contrat s'est terminé, ça m'a un peu aussi. Bah forcément, tu sais, tu finis ton contrat, tu as envie de retrouver quelque chose, tu as envie de faire quelque chose. Donc finalement, ça a un peu motivé cette décision de repartir. Puis voilà, après, je suis resté un peu sur mon idée que c'est pas la faute des Ukrainiens non plus si les autres pays font un peu de la merde et font un peu du favoritisme quelque part. Et donc, bah, voilà, je suis reparti les aider là-bas. Et puis, comme j'aurais pu le faire pour d'autres pays si j'en avais eu l'occasion à ce moment-là, quoi. Et comment tu vas en Ukraine? Tu as des contacts? Ça se passe comment de partir de France en Ukraine? Je vais pas dire dans les détails parce que Tu peux je veux pas? pas qu'on m'accuse Ouais, d'envoyer des gens en ouais, ouais. Ukraine ou quoi que ce soit. J'ai pas envie qu'on me dise que c'est moi qui fais des passages, mais en gros, c'est assez simple. Pas forcément besoin d'avoir des contacts déjà.
Bah, déjà, il y a deux choses, il y a deux façons. Il y a soit la façon, on va dire, officielle, tu contactes les ambassades ukrainiennes en France, et ainsi de suite. Ils te font une espèce de une présélection, bref, ils te guident un peu. Moi, ils n'ont jamais, ils ont jamais répondu. Quand je les ai eu au téléphone, ils ne savaient pas de quoi je parlais. Quand je parlais de Légion internationale, ils ne savaient même pas ce que c'était. Alors je leur disais, ça fait déjà un an que la guerre avait commencé, hein, donc c'est pas nouveau, tu vois. Et je leur disais, mais c'est un truc, c'est quelque chose que votre gouvernement a mis en place, c'est quelque chose qui est assez inédit, quoi. Comment vous faites pour pas savoir ce que c'est, quoi. Bref, ils ont jamais réussi à me répondre, donc j'ai un peu laissé tomber cette solution-là et je l'ai mis un peu à la poubelle. Et puis donc, bah, j'ai pris la deuxième solution qui est partir par ses propres moyens et puis sans l'avis de personne, quoi, sans la fois l'approbation de l'Ukraine, sans l'approbation de la France. Donc, bah, moi, j'avais mon appartement du coup en Belgique là où je travaillais, donc j'ai tout lâché. J'ai rendu mon appartement en 2 semaines. J'ai donné tout ce que j'avais, puisque j'avais du coup un appartement complet, donc j'ai donné tout ce que j'avais pour ne pas encombrer qui que ce soit. J'ai gardé, on va dire, le nécessaire, des obligatoires, les papiers, etc. J'ai fait un aller-retour chez ma mère en France pour tout déposer là-bas en une journée. J'ai fait 6 heures aller, 6 heures retour dans la journée, dans la nuit, je crois même. Et puis après, je suis parti, quoi, directement. Avion jusque la Pologne, et de la Pologne, après, on prend des trains, on arrive au plus proche des frontières, on T'y sait allais tout plus ou seul? moins. Hein? Tout seul, t'y allais? Oui, oui, je suis parti tout seul, j'avais 3 sacs à dos. Ouais, c'était 3 sacs à dos de toute ma vie que j'avais eu jusque maintenant. Et puis, ouais, comme voilà, tu vois, tu prends des transports en avion, en train, tu arrives au niveau des frontières, tu sais quelle frontière plus ou moins passer. Moi, je suis passé à pied, c'est pas courant, apparemment, les gens ils passent plutôt en bus, en train ou des trucs comme ça. Moi, je suis passé à pied. Et je crois que ça se voyait que c'était pas courant parce qu'ils avaient l'air un peu perdus, les douaniers là, qui étaient à la frontière. Ils comprenaient rien, au final, je crois qu'ils ont même pas fouillé mon sac, tellement ils comprenaient que dalle. Et ils m'ont laissé passer. Ok. Ils ont dû se dire, bon, bah, c'est peut-être déjà un militaire, j'en sais rien, mais du coup, ils m'ont laissé passer. Donc, tant mieux, j'ai pas galéré. Puis une fois que j'ai passé la frontière, après, c'est là plutôt où j'étais un peu plus dans le flou. On va dire jusqu'à la frontière, je savais plus ou moins comment ça pouvait se passer. Après la frontière, je savais plus ou moins qu'est-ce qu'il fallait parce que j'avais réussi à avoir un contact avec un Français sur place qui m'a un peu expliqué voilà, quelles sont censées être les étapes pour rentrer à la Légion. Et donc au début, j'étais avec, quand j'ai passé la frontière, j'ai pas pensé à le dire, mais avant de passer la frontière, j'ai rencontré un Ukrainien qui parlait anglais et du coup on a tapé la discute et puis on a passé la frontière ensemble. Et donc nous on marchait, on marchait, on marchait. Et en fait, j'ai pas vu qu'il y avait une guérite pour la Légion internationale juste devant le portail, tu vois. Et donc j'entends un mec derrière moi qui court et qui dit Légion internationale, Légion internationale. Et moi je comprends pas, tu vois. Je marche, tu vois, à la base. Et donc je me retourne et je vois un mec qui me court après, c'est un peu en transpirant, c'est limite, il était fatigué d'avoir couru, quoi. Et donc bah, il me demande si je veux aller à la Légion internationale. Donc j'ai dit oui, il a dû capter directement que j'étais pas ukrainien. Donc j'ai dit oui, puis il me met dans une toute petite guérite en bois, mais vraiment la taille de la table, quoi. On était trois là-dedans, dans cette petite guérite. Et puis voilà, après tout le processus, ils prennent tes papiers, ton passeport, ils vont faire des photos, ils envoient ça à certains services pour savoir est-ce qu'il y a des choses derrière ou pas qui sont nécessaires de savoir. Est-ce qu'il y a déjà une fiche sur toi ou quoi que ce soit, tu vois. Et ça prend un certain temps, 30 minutes, 45 minutes. Et une fois que ça s'est fait, après, il a voulu m'envoyer directement à Kharkiv. Et là, justement, je savais qu'il fallait pas que j'aille à Kharkiv. Kharkiv, c'est la garnison directement de la Légion. Et moi, je devais aller d'abord dans les centres de formation, dans les camps de formation qui étaient à la frontière au début. Donc j'ai un peu forcé pour pas y aller, parce que je savais que c'était pas du tout mon plan. Moi, je devais rejoindre des Français qui étaient du coup à la Légion. Je savais où ils étaient, et je savais comment les rejoindre. Et je savais que s'ils m'envoyaient directement à Kharkiv, j'allais pas les rejoindre, quoi. Donc je me suis arrangé pour pas y aller, puis j'ai fini, voilà, après le parcours traditionnel. On arrive d'abord dans une école pour dormir le week-end, après on va dans un théâtre pour faire les papiers, puis après on arrive sur un camp d'entraînement, là où on fait certaines personnes 2 semaines, d'autres en font 2 mois, d'autres en font 3 mois, d'autres en font un mois, c'est jamais pareil. Puis voilà, puis après, de l'entretemps, ça a changé. Maintenant, le système est différent, donc je peux pas dire comment est le nouveau système de formation, je sais pas. Mais voilà, pour moi, c'était comme ça en tout cas. Ok. Il y a des éléments qui t'ont choqué en arrivant? Ce qui m'a choqué, c'était un peu la différence entre les campagnes et les villes. Et un peu quand j'ai passé la frontière polonaise à ukrainienne, je suis arrivé, on va dire, directement dans une campagne. Et c'est tellement un contraste entre la pauvreté des campagnes et un peu la richesse des villes. Personnellement, c'est ça qui m'a choqué, moi, c'est que j'avais un peu l'impression d'être, je sais pas, d'être retourné 60 ans en arrière, tu vois, genre avec des bus, tu sais, les vieux bus un peu arrondis de couleur rouge ou jaune, même bleu, il y en avait un qui était bleu, le mec qui tapait sur le moteur pour le démarrer le matin. Les voitures, c'était vraiment les vieilles voitures de l'époque avec des maisons sans toilettes, les toilettes étaient dehors, des maisons en bois. C'est vraiment, c'était l'impression d'être revenu à l'époque, tu vois, vraiment beaucoup d'années en arrière.
Donc ça, je trouvais ça un peu marquant, tu vois. Les poules, elles se promènent partout, elles sont en liberté. Elles appartiennent à des gens, mais ils ont confiance, tu vois. Il y a ces poules en liberté, ils sont sur les routes, ils viennent chez les voisins, etc. C'est particulier, quoi. Donc il y a eu ça, puis après, bah, forcément, plus tu t'approches du front, plus tu commences à voir les bâtiments détruits, les marques de la guerre, les traces de la guerre qui sont sur les murs, sur les portails. Et donc là, tu comprends que bah, plus tu avances dans l'Est et plus tu arrives dans les zones de conflit. Mais voilà, après, c'est pas marquant, mais voilà, c'est des petits Ouais, éléments qui sont. ça t'a marqué, ouais. Bah, c'est pas que ça a marqué, mais c'est qu'on s'en souvient, tu vois. C'est des trucs où tu te dis, ouais, bon, bah voilà, ça commence à être concret un minimum, quoi. Tu commences enfin à rentrer dans le concret et ce pourquoi t'es rentré en Ukraine, quoi. Pourquoi t'es arrivé en Ukraine. Et une fois là-bas, la manière de combattre, c'est la même qu'en France ou pas du tout? Non. Ça n'a rien à Non. voir. C'est un peu particulier, je sais pas comment expliquer. Il y en a. Il faut comme imaginer que l'Ukraine elle est un peu divisée entre ceux qui ont encore la mentalité soviétique et ceux qui veulent et qui ont pour certains même la mentalité OTAN. Donc ça dépend sur qui tu tombes, ça dépend sur ton commandant, ça dépend sur ton équipe. C'est vraiment un peu du cas par cas. Ils veulent tendre de plus en plus sur les façons de travailler de l'OTAN. En tout cas, ça c'est une volonté, c'est sûr. Ils font en sorte d'avoir des formations, on voit bien à la télé, ils vont en France, ils vont en Angleterre, ils vont un peu partout en Europe pour être formés. Mais il y a encore quand même certaines personnes, soit des personnes un peu plus âgées ou alors même des personnes qui sont un peu peut-être plus reculées dans les campagnes ou autres, qui sont encore très soviétiques dans la façon de travailler et de faire. Et c'est pas la même chose du coup que ce que nous on fait en France en tout cas. Ok. Il y a quand même des différences. Ouais. Et t'as un souvenir de ta première mission à peu près? Bah, c'est juste que ça arrive, comment dire, entre ce qui est vraiment marquant, c'est entre le passage entre quand tu es un peu, on va dire, en seconde ligne, un peu en base arrière, et t'es pas trop loin du front, mais pas au front non plus. C'est plutôt calme, t'entends des explosions loin, etc. Et quand tu arrives sur le front, d'un coup, bah, là, c'est ici que ça explose de tous les côtés, tu vois. C'est un peu comme si, je sais pas, il y en a, je pense qu'il y en a qui jouent à Call of Duty, trucs comme ça, tu vois. Ouais. Quand tu joues à ces jeux-là, t'entends toujours tirer, t'entends toujours exploser, etc. Là-bas, c'est un peu comme ça, en fait. C'est que t'as l'impression que c'est un peu le chaos, en fait. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. C'est Ok. c'est toujours, t'es toujours avec du bruit, t'es toujours avec des explosions, t'as toujours des cris, t'as toujours des tirs. C'est comme une espèce de barrière entre avant, après, quoi. Avant que t'arrives au front et quand t'arrives sur le front, c'est pas du tout la même ambiance, quoi. Ok. C'est pas pareil que d'entendre les tirs au loin, au final, où t'entends que ça explose, mais c'est pas du tout la même sensation, quoi. Ça te fait pas vibrer, ça te met pas l'adrénaline, ça fait pas tous ces trucs-là, quoi. Et la première fois que t'es allé vraiment combattre, ça s'est passé comment? Première fois, on a eu la mission qui a été annulée, surtout. On sait pas pourquoi, on a avancé, on a été déployé sur la zone où on devait, on est arrivé quasiment au bout, et puis on s'est arrêté dans un espèce de bunker, alors qu'on avait bien marché déjà, on avait fait quand même pas mal, on avait traversé un champ de mine en plus, un champ de mine où, comment dire, où on a failli perdre le fil à un moment donné. En gros, le principe du champ de mine, c'est que bah, il y en a un qui connaît le chemin. Par exemple, là, c'était un Ukrainien qui connaissait le chemin. Donc, il te montre le chemin en mettant les pieds, tu vois, et toi, tu mets tes pieds derrière lui. En gros, tu mets ton pied dans ses Ouais, dans traces son pas. pour être sûr de ne pas marcher à côté, tu vois. Et donc, ça veut dire que bah, je sais pas, ça dépend combien vous êtes dans le groupe, mais tu peux avoir 15, 20, 30, 60 bonhommes qui doivent marcher tous les uns après les autres comme ça. Et au bout d'un moment, il y en a qui finissent par perdre le fil. Et moi, ça m'est arrivé quasiment au bout de ligne où on était peut-être que 4 ou 5. Il y a un mec devant qui a perdu la ligne et du coup on perd le groupe, il se barre et bah, nous on est tout seuls, ils nous entendent pas. Et du coup bah, là on commence à dire au mec qui était devant qui a perdu le fil, bah avance quoi. C'est toi qui as perdu le truc, c'est pas nous qui allons Ah assumer bah. ton truc. Tu regardes plus ou moins où tu penses qu'ils ont marché. T'as essayé de crier, ils ont pas entendu, maintenant bah marche quoi. C'est à toi d'avancer, d'assumer ton erreur quoi. Donc par chance il a marché, il a réussi à suivre le fil, les traces qu'il y avait plus ou moins. Personne n'a sauté sur une mine, donc c'était parfait. Et au final, on est arrivé, après, on a fait je sais pas combien d'heures de marche pour arriver dans un bunker où on nous a dit que c'était annulé sans raison. On sait pas pourquoi, on sait pas. Même aujourd'hui, je sais pas pourquoi ça a été annulé. Et donc, en fait, on s'était tapé des pluies d'obus pour rien, quoi. Et sur le retour, c'est pareil, on s'est fait massacrer la gueule par du grade. Ce qu'on appelle du grade, c'est des véhicules, genre des porteurs, des véhicules, des camions. Et derrière, tu as des espèces de caisses qui se basculent, qui se lèvent vers le haut, et dedans, t'as des ogives, tu vois, tu as des obus. Et ça tire plusieurs obus à la fois, ça peut en tirer, j'en sais pas, peut-être 10 15 en même temps, tu vois. Et ce que font les Russes, et pas que les Russes, c'est juste de la stratégie, c'est qu'ils mettent plusieurs véhicules côte à côte, ce qui fait que quand il y en a un qui tire, l'autre charge, et ainsi de suite. Et donc ça s'arrête jamais, c'est du tir soutenu en fait.
plus un drone qui était au-dessus qui lui spot et te donne des informations à l'artillerie pour savoir s'il faut régler le tir à gauche, à droite, devant, arrière. Et donc pendant, je sais pas, peut-être une demi-heure, on s'est fait massacrer la gueule où on a pris des centaines et des centaines d'obus vraiment pas très loin quoi. Jusqu'à temps de trouver le véhicule. Et la dernière salve, je pense qu'on devait la prendre parce que c'était tellement proche. Chaque tir se rapprochait vu que le drone réglait. Et donc plus le temps passait, plus c'était précis. Et on entendait les tirs qui se rapprochaient, on voyait des flashs alors qu'on avait la tête dans le sol. Et la dernière salve qu'on devait faire, on s'est tous regardés, l'air de dire bon bah tant pis, hein, ça, on a fait de notre mieux quoi. Et par chance, on a trouvé un BMP, un véhicule ukrainien, un véhicule soviétique de base, mais du coup qu'on utilise avec l'Ukraine. Et on est monté dessus, on s'est barré en vitesse avant de se faire péter quoi. Et le chauffeur avait entendu tous les tirs, et du coup il était en panique, il m'a même pas laissé monter sur le véhicule, il a laissé barrer avant que je monte dessus. Il a failli m'écraser, et c'est mes collègues qui ont dû gueuler sur lui pour qu'il s'arrête parce que lui il se barrait à la base, il était en panique quoi. Ok. Il a entendu Et, tout ce qu'on a pris sur la gueule, il avait pas envie d'en prendre un seul je pense. Donc voilà, j'ai failli me faire écraser, et puis j'ai failli me faire abandonner sur le front. Et là, t'as plein de trucs qui passent dans ta tête. Tu te dis, putain, je vais aller où? J'ai quoi comme option? Il y avait un groupe d'Ukrainiens qui était devant, mais ils parlent pas anglais. J'ai pas de radio. J'ai pas le moyen de communiquer avec mon groupe. Tu vois, tu commences à te réfléchir déjà à ça, même si ça dure que quelques secondes, hein. Et tu réfléchis déjà à ça et tu te dis, bon, c'est quoi mes meilleures options pour survivre, quoi. Et là, ça pue un peu la merde, quand même, si j'étais resté tout seul. Donc voilà, plus ou moins. et les combats, c'est à peu près, c'est comme on voit dans les films, c'est vraiment du face-à-face ou c'est plutôt de la distance là-bas? Alors, ça dépend quel film. Je pense qu'il y a des films qui sont sûrement bien faits, potentiellement. Les combats, alors je sais plus c'est quoi les statistiques, les dernières qui sont sorties quand j'avais vu la dernière fois. Je crois que c'est 70 ou 80% des morts, c'est de l'artillerie déjà. Ok. Donc, ce qui veut dire que c'est même pas du combat homme Ouais, contre homme, c'est tu vois. de... T'envoies des obus et ça pète 80% du front au final. Parce qu'on a des équipes de reconnaissance qui donnent des positions exactes des ennemis, on a des équipes d'infanterie, on a des drones, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir spotter des cibles et être précis avec de l'artillerie, donc pas avoir envoyé des hommes tout le temps au casse-pipe. Donc 70-80% des morts, c'est ça, l'artillerie. Et après, les combats, ça dépend de la disposition, ça dépend du terrain, ça dépend de plein de configurations. Mais généralement, t'es jamais très... En tranchée, tu peux être très proche quand même. Ça dépend parce que tu sais, t'as souvent les tranchées, c'est des lignes droites, c'est toujours droit, donc ça veut dire que c'est des angles à 90 et ainsi de suite. Donc si t'as un russe qui s'est caché dans un virage à droite et que toi t'es dans l'angle et que tu es obligé d'ouvrir l'angle pour pouvoir passer, bah, tu vas te retrouver face à face avec lui, on va dire. À quelques dizaines de mètres peut-être, mais pas plus, quoi. Donc ça, on va dire, c'est des situations où tu te retrouves assez proche avec des ennemis. Sinon, c'est quand même assez rare sur des terrains ouverts, c'est quand même assez rare de te retrouver en train de te mettre des coups de couteau Ouais. avec un ennemi, quoi. On a vu quelques vidéos où c'est arrivé en Russie, en Ukraine, pardon. Mais c'est qu'à mon avis, les mecs étaient complètement à court de munitions, ils avaient plus de grenades, ils avaient plus rien, et bah, là, le dernier choix, c'était la baïonnette, quoi. Sinon, c'est des combats, en général, c'est en forêt haute, c'est avec des distances raisonnables, quoi, une centaine de mètres, 200 mètres. Tu tires, des fois, tu sais pas si c'est toi qui as touché, tu sais pas si c'est ton collègue. Tu sais même pas si t'as touché, des fois. Tu tires pour faire baisser les têtes. Peut-être que t'en as touché un, peut-être que t'as pas touché. C'est pas comme on l'imagine, où le mec, il arrive à compter ses kills comme à la télé, et puis qu'ils font des comptes à la fin de la journée, tu vois. Tu peux pas savoir c'est la balle de qui est arrivée sur l'ennemi, tu vois. C'est pas possible de savoir. Donc il y a plusieurs configurations. Tu peux te retrouver proche, mais généralement c'est quand même de la distance un peu quand même. Ok. Et le fait que vous êtes des volontaires et eux des... On appelle ça des conscrits, c'est ça? C'est des conscrits pour la plupart. Après, il y a aussi des engagés, quoi. Il y a aussi Ouais. des soldats professionnels, ouais. Et ça change quelque chose dans ta tête, le fait que eux ils n'ont pas le choix d'être là et que toi, t'as entre guillemets le choix? Pour moi, personnellement, ouais, quand même. C'est un peu un imaginaire que j'avais dans ma tête quand j'étais en Ukraine. Je savais déjà à ce moment-là que c'était pas la réalité, et je le sais toujours. Mais je me disais dans ma tête, si je peux prendre la place d'un conscrit, d'un jeune conscrit de 18, 19 ans, 20 ans, et que lui retourne faire ses études et moi je prends sa place, tu vois, j'en suis ravi, tu vois, parce que bah, moi je veux être ici, c'est mon métier, c'est ce que j'aime faire. Et lui, il ne veut pas être là, quoi. Lui, il veut faire des études, il veut faire des soirées avec ses potes, je crois qu'il n'y a pas de conscrit de 18 ans, je crois que c'est 25 ans minimum. Mais voilà, on s'est compris, il y en a quand même des très jeunes qui sont là et qui, des fois, sont là alors qu'ils n'ont même pas conscience du truc, quoi. Au final, j'en ai vu un de 18 ans dans un train qui a été complètement criblé de shrapnel, donc des éclats de morceaux de métal. Dès qu'il y a des explosions d'obus ou de grenades ou autres, ça projette petits morceaux de métaux. Et lui, il était recouvert sur tout le corps. En gros, ça fait des taches noires, ça fait des points noirs sous la peau, plus ou moins gros.
Et donc tout son corps est noir, quoi, tu vois, Ouais. de métal. Et ça s'enlève pas, ces trucs-là. Donc toute sa vie, il va être marqué comme ça, avec peut-être des yeux perforés, les visages noirs, etc., de métal, tu vois. Et je pense que ils se rendent pas compte à 18 ans que il y a peut-être mieux à faire, tu vois, les études ou autre, je sais pas, des soirées comme des gens normaux. Donc oui, si ça me fait chier pour les conscrits, ouais. Ça me fait quand même vachement chier pour eux parce que ils ont pas voulu être là, mais en même temps, il n'y a pas le choix. C'est leur pays. Et si nous, on était dans leur situation, on le ferait aussi, on n'aurait pas le choix, on devra être conscrit. Et il faudra y aller parce que bah, sinon, on se fait marcher dessus, quoi. Donc j'ai les deux façons de penser. Ça me fait chier pour les plus jeunes surtout, mais en même temps, c'est la survie du pays quoi, qui en dépend, donc ils n'ont pas le choix, quoi. Ouais, du coup, tu as le respect de combattant d'en face quand même, ouais. Moi, Ouais. complètement, complètement. J'ai toujours dit que celui-là qui m'a tiré dessus, si un jour il veut venir boire un café, il voit une vidéo de moi et qu'il me reconnaît, il veut aller boire un café, il n'y a pas de souci, tu vois. Il n'y a aucun problème avec ça, j'ai pas de haine contre les Russes, ni contre personne en fait, tout simplement. Je pars du principe que celui qui m'a tiré dessus, euh, bah en fait, moi j'aurais fait la même chose. Ouais, c'est le travail. Si j'avais été dans la situation inverse, si c'est moi qui avais la configuration qui fait que j'aurais pu y tirer dessus, parce que moi j'ai même pas vu ce mec-là hein, quand il m'a tiré dessus, je sais pas où il était, je sais plus ou moins au son où il était, mais je sais pas à quoi il ressemble, je sais pas, j'ai pas vu son visage, je sais pas où il était, je sais pas quoi que ce soit, tu vois. Mais dans la situation inverse, j'aurais tiré tout pareil, donc je vois pas pourquoi je devrais lui en vouloir de m'avoir tiré dessus, tu vois, c'est pas logique. À partir du moment où tu es prêt à faire quelque chose à quelqu'un d'autre, quelque chose de mal à quelqu'un, tu dois être prêt à recevoir la même chose, tu vois. T'as pas le choix, sinon c'est que t'as pas compris la vie et que du coup bah, tu es juste un haineux et que engendres encore plus de haine dans les fronts, sur les fronts partout dans le monde. Et c'est ce qui fait qu'au final ça s'arrête jamais quoi. Qu'on a toujours plus de haine sur le front, qu'on a toujours plus de barbarie, des mecs qui vont se finir au couteau, etc. Alors qu'au final, il n'y a pas à avoir de haine comme ça, tu vois. Le mec qui fait son travail, je fais mon travail, je défends mon parti, il défend son parti, tu vois. On a chacun notre cause. Donc non, j'ai pas de problème avec l'ennemi et beaucoup de respect pour eux. Et en parlant de la fois où tu t'es fait tirer dessus, tu peux nous replonger dans les derniers moments, enfin dans Ah cette oui. expédition-là? Bah, déjà, juste un truc. Du respect pour l'ennemi, sauf certains, du style Wagner, qui sont vraiment des chiens. C'est des mercenaires, Wagner, c'est ça? C'est des mercenaires, en gros. C'est des genres de mecs qui, dernièrement, ont fait du cannibalisme en Afrique, Ah, qui ont donné des bébés à manger à leur mère, etc. Bref, des trucs dégueulasses. Et pour moi, ces mecs-là ne méritent aucun respect. Donc, je réitère mon propos, du respect pour les vrais combattants et pas pour ces gens-là qui sont. tu les as vus là-bas, Wagner? Nous, on les a pas croisés par chance parce que c'était au moment où ils avaient un peu leur rébellion contre Poutine. Et donc, après ça, ils ont quitté l'Ukraine en partie, si ce n'est complètement. Donc, non, c'est peut-être croisé sur certains endroits, mais on n'a pas eu s'échanger des tirs en tout cas avec Wagner. Donc, mais on a tous une grenade, en général en Ukraine, on a tous une grenade qu'on appelle une grenade 0 secondes, qui en réalité est une grenade qui met 3 secondes à exploser. Mais en cas où on se fait attraper par ce genre de personnes, comme Wagner ou d'autres groupes russes qu'on connaît ou qu'on peut connaître qui sont pas réputés pour être des plus sympas, il vaut mieux des fois se faire péter soi-même que d'être torturé pendant des heures, des jours, des semaines par ce genre de personnes qui ont aucune âme, quoi, qui sont vraiment des animaux, concrètement. Il y a tellement de vidéos qui traînent partout sur les réseaux pour prouver ce qu'ils peuvent faire que j'ai même pas besoin d'en parler Il vaut mieux sauter la vie que être face à eux en que d'être torture. capturé. Capturé face. Ok. Faire combattre contre eux, il n'y a pas de souci. Être capturé, vaut mieux sauter la vie. T'as déjà entendu du bouche à oreille de leur torture, des trucs comme ça? J'en ai vu en vidéo. On nous obligeait au début en Ukraine à regarder les vidéos de ce qui se passait. Des mecs qui se faisaient égorger avec des couteaux de cuisine qui coupent pas et ainsi de suite alors qu'ils étaient vivants, conscients, ainsi de suite. Les coups de masse dans le crâne, bref, il y a tout qui se trouve sur internet. Surtout en Ukraine, ils arrivent à choper les vidéos que les Russes font et vice versa. Donc j'ai vu, pas de mes propres yeux parce que j'étais pas sur place, mais j'ai vu les vidéos de ces mecs-là, de comment ils pratiquent la torture et ainsi de suite, tu vois. Donc j'ai aucun doute pour dire que pour moi c'est une sous-espèce, tu vois. C'est Ouais, même c'est pas des pas. humains, c'est des animaux, c'est des chiens. Donc voilà, je respecte pas ces gens-là et je respecte les vrais soldats qui combattent avec une certaine fierté, une certaine honneur, tu vois, qui vont pas s'amuser à exécuter les prisonniers alors qu'au final ça a de la valeur, qui vont pas commettre des crimes de guerre à tout va qui n'ont aucun sens, tu vois. Il
faut être raisonné dans sa vie, même si t'es sur le front, il faut savoir utiliser sa tête, ça peut sauver des vies, même sans t'en rendre compte. Un prisonnier, ça s'échange contre un prisonnier, tu vois. Donc t'as sauvé une vie ukrainienne contre une vie russe, donc c'est tous ces petits trucs-là en gros. Donc voilà, pour répondre à la question d'avant. Et à la question d'après, du coup, par rapport à ce jour-là, donc mission d'assaut. Mission d'assaut sur le côté ouest de Klishivka, qui se trouve au sud de Barmout, donc en bas de Barmout. Donc l'objectif, en fait, c'est pour une partie de l'Ukraine, une partie des brigades qui sont de notre côté, là où on se trouve en Ukraine, c'est de reprendre Klishivka, ce petit village, qui est vraiment un petit village de campagne, qui est au sud de Barmout, qui est une grosse ville un peu martyre de l'époque où tout avait été rasé, etc., où tout le monde en parlait à la télé, qui était devenue une enclave russe, donc ils avaient le nord, l'est et le sud. Donc ce qui veut dire qu'une enclave, ça veut dire qu'en gros ils ont trois positions et nous il ne reste plus qu'un axe pour rentrer. Et ce qui fait que si on rentre dedans, on se fait couper l'arrière et après on est mort. En gros, on peut pas reprendre quelque chose qui est enclavé comme ça, c'est pas facile. Et donc le but c'était d'enlever l'enclave, d'enlever la position du sud pour avoir deux côtés, eux, deux côtés. Tu vois, je sais pas si tu vois un peu ce que je Si, veux si, dire. si. Je sais pas si ça fait sens en tout cas. Et donc voilà, on devait reprendre ce village-là avec un assaut sur les coups de 19h, je crois. C'était en fin de soirée, fin d'après-midi. Et donc on avait deux groupes, mon groupe à moi, donc mon groupe avec des étrangers, des Américains, des Français, des Croates, un peu de tout. Et puis un groupe d'Ukrainiens qui faisait partie de ma brigade, avec qui on avait déjà un peu bossé. Et l'objectif c'était que eux fassent l'assaut sur le nord, donc en haut. Nous sommes montés sur les positions nord où sont les Russes, faire l'assaut. Et nous on protégeait le flanc à l'est, donc à droite, parce qu'on avait de sources sûres par le renseignement. On avait l'information qu'il y avait un groupe de para-russes qui était à 1,5 km plus ou moins sur l'est. Et il y avait une lisière de forêt qui longeait tout le chemin. Donc en gros, ils pouvaient passer par ici, rejoindre le groupe de Russes et nous flanquer. Nous flanquer, ça veut dire que nous on attaque devant et eux ils passent au côté. Et ce qui veut dire qu'on prend des tirs devant et de son côté. Donc en gros, c'est compliqué dans ces situations-là de s'en sortir. Donc on devait bloquer cet accès-là et eux ils devaient prendre en haut. Donc on fait la progression sur le terrain, etc. Bon, bah, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, ça tire tout le temps, on prend l'artillerie, on fait des pauses, on repart. À un moment donné, on doit traverser une petite forêt, une petite lisière de forêt très, très étroite, pas très garnie, très peu d'arbres, où on voit c'est une ancienne position russe. On peut le voir parce qu'il y a des fils pièges, il y a des vêtements russes, on retrouve des photos, on retrouve des chaussures, on retrouve des livres, tout. Et donc des trous de combat. Donc en fait, des trous de combat dans l'armée, c'est ce qu'on appelle des trous de combat, c'est des trous qu'on fait sous-sol, donc dans la terre, qu'on recouvre souvent de branches assez épaisses, etc. En fait, ça fait une cachette pour pas être vu et pour être protégé des tirs, donc de l'artillerie ou des trucs comme ça. Et donc avec ce trou-là, on avait une protection parce qu'en fait, quelques minutes après, on a commencé à recevoir des tirs de ce qu'on appelle la MAC-19. C'est, je sais pas si tu peux, comment l'imaginer. Tu vois une espèce de grosse batteuse, Ouais, bah tu imagines qu'il envoie des grenades à la place de munitions. Ça envoie des grenades de 40 mm. comme un minigun à peu près, c'est ça? Ouais, comme un minigun, tu Ok. vois, avec un gros canon au bout qui sert à faire partir des grenades de 40 Oui, c'est mm. violent, ouais. Et donc ça t'enchaîne les grenades de 40 mm à la chaîne, tu vois, ça s'arrête pas, tu vois. Et donc ça tombe, ça explose, ça tombe, ça explose, ça tombe, ça explose. Donc tu te mets dans ton trou, puis bah t'as plus rien à faire que d'attendre, quoi. Il y avait un drone qui passait au-dessus pour essayer de voir s'il arrivait à nous trouver. Puis, soit le mec avait plus de munitions au bout de 2 heures, soit il était fatigué, mais en tout cas il a tiré pendant 2 heures, puis il a arrêté, plus rien. Donc on a fini par repartir. En plus il était super loin, on ne pouvait pas le voir, ce truc-là ça tire à plus de 2 km, donc tu vois, on n'avait pas de quoi riposter. Là on repart, on arrive sur une autre partie boisée, plus large, euh, où on ne sait pas trop s'il y a du drone ennemi, s'il y a de... On ne sait pas trop ce qui se passe ici en fait. Donc on est prudent, dès qu'il y a un drone qui passe, on se cache parce qu'on ne sait pas si c'est allié ou ennemi. On progresse un maximum, il y a un Ukrainien qui nous accompagne pour nous guider. On traverse un champ à découvert, euh, en courant parce que du coup on était hyper exposé, c'était un champ qui était explosé tous les jours par de l'artillerie. Puis on arrive dans une grosse forêt là vraiment hyper dense, tu vois, là c'est vraiment complètement... à côté on a deux forêts toutes pourries qu'on avait juste avant qui avaient aucun arbre limite pour se cacher. Et là c'était hyper dense, limite compliqué d'avancer avec une cuvette quand on marchait. Très compliqué de progresser, tu sais, on avait des AT4CS donc c'est un peu... imagine que c'est ça mais en plus gros, Ouais. plus grand, plus gros, plus large. Et donc c'est encombrant, tu vois, ça se tient avec une lanière dans le dos.
vois, là, genre, il y a une espèce de corde, mais en soi, à la base, c'est une lanière, tu vois. Ça se tient dans le dos, et vu que c'est super large, bah, ça s'accroche de partout. Ça s'accroche dans les arbres, ça s'accroche dans les feuilles, dans les branches. C'est super chiant d'avancer. Et bref, on arrive sur la position de cette mission, à l'assaut nord et est. Et puis, on attend. Les ordres sont longs à venir, hein. C'est toujours long quand c'est comme ça. Sauf que ça a été tellement long que je pense que les Russes nous ont détecté avant. On avait déjà un doute au début et je pense que ça s'est confirmé. Qu'on a lancé la mission beaucoup plus tôt que prévu et eux ont lancé l'assaut surtout avant qu'on soit en position. Ce qui veut dire que c'était vachement explosé. Et à un moment donné, avec Ivan, donc mon pote ukrainien, on est dans la forêt, on ne trouve pas la position qu'on doit récupérer. On doit récupérer un véhicule blanc en bord de lisière. Et impossible de récupérer. Les drones ne savent pas voler au-dessus de nous, ils ne savent pas nous voir. Et donc bah, là, on n'a pas le choix. On dit à Ivan, avec Ivan, on se dit bon, bah, on va partir à deux, on va prendre juste nos armes, on va poser nos sacs. Et on va essayer de trouver le véhicule à deux, on sera plus rapide, on sera plus léger. Et au moins, on ne verra pas un groupe complet à la mort si jamais on se trompe de destination, tu vois, vu que les combats avaient déjà commencé avec les Russes. Donc on laisse mon groupe et puis on part à deux et on court comme des débiles dans la forêt, on sait pas trop où, on court, on court. On trouve le fameux véhicule, on est content, on revient. Et là on se dit c'est un peu chaud parce que du coup les collègues ils vont entendre du bruit. Si on n'arrive pas à faire comprendre qui on est avant d'arriver, tu vois, s'il y a un timing qui est pas bon, ils peuvent croire qu'on est ennemi et tirer, tu vois. Donc on a essayé de faire en sorte qu'ils nous entendent et qu'ils comprennent que c'est nous sans que les Russes puissent nous entendre, tu vois. C'était un peu compliqué, c'était un peu la merde. Parce qu'on n'avait pas de radio, on en avait qu'une. On était un peu pauvres malheureusement. Et donc on les retrouve, eux ils étaient quasiment prêts à partir sur l'assaut avec l'autre groupe parce qu'ils avaient besoin d'aide. Alors que pas du tout, il fallait pas, tu vois, c'était pas notre mission. Donc on leur a dit non. Euh, Malheureusement, ils ont perdu 12 packs, on appelle ça des packs 12 personnels en 10 minutes de combat, donc de côté des Ukrainiens. Ils se sont fait complètement massacrer. Nous, on voyait un peu de loin dans la forêt que ça explosait de partout. Il y avait des boules de feu, il y avait des tirs. Et en 10 minutes, ouais, ils ont perdu 12 mecs. Et donc après, on a réussi à récupérer notre position. Et puis là, on a fait notre mission, on a attendu, on a préparé, on a protégé jusqu'au lendemain. Et puis après, bah, le lendemain, voilà, pour aller rapidement, parce que ça sert à rien de parler de la nuit, tu vois. Il y a eu des véhicules qui sont passés à côté, mais il s'est rien passé. C'est juste des chars qui passent à côté de toi, ça fait du bruit. Mais tant que toi tu fais pas de bruit, ça va, tu vois, ils partent. Et au matin, quand il y a la relève ukrainienne qui venait récupérer la position, parce que c'est eux qui font du statique, nous on doit partir, on est là pour faire des prises de position, pas du statique. Ils étaient en tas de merde, tu vois. T'imagines que t'es dans la forêt, et puis là ils étaient tous comme ça, tu vois. Et en fait, c'est hyper dangereux parce que t'as un obus qui tombe dedans, ça tue tout le monde, tu vois, d'un coup. Donc c'est déjà dangereux pour ça, et en plus, bah, c'est plus facile à détecter dans le ciel. Ce qui veut dire que s'il y a un drone qui passe, ils peuvent comprendre qu'il y a des Ukrainiens par ici, donc c'est aussi dangereux pour nous. Donc je prends la décision de partir dans l'autre trou de combat. Donc comme je t'ai expliqué tout à l'heure, les trous de combat, on en avait plusieurs. Dans le trou de combat qui est le plus éloigné de moi pour aller récupérer leur chef de groupe et les signaler. Et une fois que je préviens leur chef de groupe, je repars à ma position. Et en marchant en fait, jusqu'à ma position, j'entends un tir à un moment donné. Un tir de RPG, de lance-roquette en tout cas. Et en même temps que j'entends, je suis déjà par terre. Tu vois, il y a un peu une espèce de déconnexion. Tu sais plus trop quel était dans le bon ordre. C'était quoi dans le bon ordre? Est-ce que c'était le tir? Est-ce que c'était d'abord C'est comme tomber? un KO à peu près ce que tu as eu. C'est comme un KO en fait. Je sais pas si tu as déjà pris un KO dans ta vie. J'en ai déjà pris dans ma vie, donc je sais c'est quoi. C'est ton cerveau il s'éteint 2 secondes, 3 Ouais. secondes, tu vois. Tu tombes, tu te sens même pas tomber en fait. Ouais, tu te vois direct au sol en fait. Tu t'es pas conscient de ce qui se passe, tu tombes, t'es au sol et tu t'es pas senti tomber, tu sais pas ce qui s'est passé, ça se trouve tu t'es fait mal en tombant, tu peux même pas le savoir parce que tu t'en es pas conscient, tu vois. Et là c'est la même chose. J'ai entendu le tir et je suis par terre, tu vois. Je comprends pas pourquoi je suis par terre, tu vois. C'est pas logique. Donc à ce moment-là, dans ma tête, je suis pas encore blessé, hein. Je suis normal, tu vois. T'as pas eu de douleur ni rien. Non, non, ça vient pas instantanément la douleur. Il y a des douleurs qui arrivent, mais c'est pas instantanément. Au tout début, tu comprends pas. Tu sais même pas que t'es blessé, donc tu comprends. Ouais. Ton corps, mais je crois, ne comprend même pas que t'es blessé en fait. Et donc, c'est retourné la tête à gauche, je vois mes intestins par terre, tu vois, qui sont étalés par terre et qui sont vraiment, bah là, je vois que c'est tout éclaté, tu vois. Donc là, je comprends que c'est pour moi pour le coup. Je peux plus le nier, tu vois, je peux plus faire genre que c'est pas moi, tu vois. Je vois que mes jambes ne fonctionnent pas, je pouvais pas bouger les jambes, j'arrivais pas. Est-ce que c'est le choc pour la jambe gauche, c'est normal, il y a le bassin qui a été arraché. La jambe droite, je sais pas, est-ce que c'était le choc, est-ce que c'était. J'en sais rien. Rien ne bougeait. Il n'y avait que la tête qui bougeait, les bras. Et en face de moi, il y a un Ukrainien qui était dans la forêt, à qui je demande de l'aide, et il me dit non. Et tu vois, c'est un papa, ça se voit que c'est un papa de famille, tu vois, sûrement construit, comme on disait tout à l'heure, etc. Le mec, sûrement qu'il n'avait pas envie de mourir pour sauver un mec qu'il connaît pas, tu vois. C'est triste à dire, mais malheureusement, c'est la réalité. Et donc, il me dit non.
Et dans ma tête, du coup, il me reste plus que celui-là qui m'a tiré dessus, tu vois. Et je me suis dit, c'est mort, tu vas pas me finir, quoi. Ouais. Pas question que ce soit que toi qui me finisse. Donc je commençais à vouloir chercher ma Kalash. À ce moment-là, j'étais en Kalash, en AK-74. Et impossible de trouver la Kalash, je sais pas, elle est tombée en dessous de moi ou elle a volé pendant l'impact, j'en sais rien. Le fait est que je ne trouve pas ma Kalash et que j'ai mes collègues qui arrivent super vite derrière ça, tu vois, et qui me laissent pas trop le temps de réfléchir à ce genre de choses. Il y en a un qui arrive, deux qui arrivent, et puis après, ils sont tous là d'un coup. Et puis bah là, ils commencent à prendre en charge le truc. Ça, c'est Baba qui me le raconte parce que moi, je m'en souviens pas de cette. Je me souviens de tout, sauf d'un petit élément, c'est que c'est moi qui avais les intestins dans les mains et qu'eux, ils ont pris un sac poubelle, ils ont mis ça en dessous et moi, j'ai lâché dedans, tu vois. Donc je me souviens pas que c'est moi qui avais mis les intestins dedans, mais tu vois, il y a des petits trucs comme ça, des petites briques qui partent, mais c'est assez léger. Ils arrivent, au début, je leur demande de me finir plusieurs reprises, 3 Ah 4 ouais. 5 fois, tu vois. Je leur ai dit, mais les gars, vous voyez bien mon état. Et au final, au fond d'eux, ils me le diront plus tard, mais même eux, ils ont compris que c'était un peu chaud, tu vois. Je leur ai dit, vous voyez bien l'état du truc, vous n'allez pas vous faire massacrer pour sauver quelque chose qui est pas sauvable, tu vois. Finissez-moi ici, en gros. Ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas voulu. Et donc, bon, bah, on a fait ce qui était nécessaire pour sortir du front, quoi. Ils ont fait ce qui était nécessaire pour sortir du front. Donc, un brancard souple, c'est une toile. On pose le mec, on me pose moi du coup dessus. Moi, j'ai mon sac d'intestin sur moi avec mon sac poubelle, quoi, dans mon sac poubelle, c'est posé sur moi. J'ai le côté gauche de la jambe qui est tout arraché, donc qui est en train de saigner au passage. Et puis bah, là, on est parti pour l'évacuation complète, hein, pied à pied plus véhicule. C'est dur à dire, parce que tu es dans un état second, tu es dans une situation compliquée. Je dirais minimum 3h30, 4h, le tout compris, parce que le véhicule a duré longtemps, l'évacuation à pied a duré longtemps. Le seul truc qui a été rapide, c'est sur le point de dépose, on m'a posé, le véhicule arrivait super vite après. Ça, c'était nickel. Limite, c'était très synchronisé. Et après, voilà, le temps de trajet était long pour les deux. Donc, à ce moment-là, du coup, avant qu'ils me récupèrent un véhicule, on arrive sur la position, le point de dépose. Ils me posent à terre. Et eux, ils partent tous dans des trous, tu vois. Je vois les collègues, ils partent tous dans des trous. Parce qu'en général, quand tu as des trous, tu te mets dedans pour te protéger un maximum. Quand tu as un trou, même s'il n'est pas recouvert par au-dessus, le principe, c'est que quand tu as un obus qui tombe et qu'il explose, bah, en fait, ça explose en cône, tu vois, vers le haut. Donc si toi tu te trouves plus bas que l'impact, tu as plus de chances de survivre. Après tu peux avoir le blast, etc. Mais t'auras moins. Normalement, t'es pas censé avoir d'éclat, tu vois. Et donc eux ils se mettent dans les trous, puis je vois Ivan dans un petit trou pas trop loin de moi et je lui gueule dessus. Je dis Ivan, mets-moi dans ton trou, je suis à découvert, il y a un drone au-dessus, quoi. Et il me tire dans son trou. Peut-être quelques minutes après, il y a des obus qui tombent pile poil où j'étais. Donc, vraiment où j'étais. Ouais, deux Et fois. ouais. Et je me rappelle qu'Ivan saute sur moi pour essayer de me protéger, etc. En me couvrant. Et c'est marrant parce que quoi, un an après, quand j'en ai reparlé l'année d'après, j'ai dit, tu te souviens de ça? Et il me dit, non, pas du tout. Il me dit, j'ai pas fait ça. J'ai dit, si, si. Et je dis, tu t'es mis sur moi pour me protéger. Non, non, non. Je dis, bah, tu perds la boule, mon poteau, parce que tu l'as fait, quoi. Même lui, il était même pas conscient de ce qu'il faisait. Tu vois, c'était tellement dans un truc intense. C'est tellement des événements intenses que des fois, tu as des trucs, tu te rends même pas compte de ce que tu fais, tu vois. C'est de l'automatisme au final. Donc voilà. Puis après, évacuation jusqu'à l'hôpital et ainsi de suite, hein. Et sur le moment de l'évacuation, tu pensais t'en sortir ou pas du tout? Moi, je pense que je me suis mis dans la. Je me suis mis en tête que j'allais survivre à partir du moment où les collègues n'ont pas voulu me finir, ou moi j'ai pas pu me finir. Et que bah là, du coup, si t'as personne qui veut t'exécuter, bah t'as pas le choix que soit de survivre, soit tu fais en sorte de mourir, mais du coup, tu peux pas vu que tu t'as pas ce qu'il faut. J'ai eu plusieurs fois l'occasion, j'ai eu les collègues qui passaient, qui me regardaient, il y avait des calages qui passaient au-dessus de ma tête. Parce que quand tu me regardes, bah forcément, avec la calage dans le dos, au bout d'un moment, ça bascule, tu Hmm. vois. Plusieurs fois, j'ai eu la possibilité, j'ai vu les armes qui passaient, je me suis dit, bon, bah, si je veux, je me mets une bastos en 2 secondes, ils Ouais. peuvent rien faire, quoi. Et puis je me suis dit, bon, je vais pas faire ça parce que bah, le collègue, lui, il va garder ça, tu vois. Lui, moi, je vais peut-être mettre une bastos, mais lui, il va garder ça en lui, tu vois. Il va penser que c'est sa faute et ainsi de suite. Donc je l'ai pas fait, et puis bah, là, j'étais en focus, quoi. Focus pour survivre. Je commençais à plutôt bien sentir, tu vois. Une fois que j'étais positionné dans le brancard, à plat, pas trop de douleur, ok, ça saignait, ok, j'avais mes intestins, mais j'étais plutôt zen, donc j'étais pas non plus dans un état catastrophique, je trouve, psychologiquement parlant en tout cas. Physiquement, c'est pas beau, c'est pas sympa alors ces intestins dans un sac poubelle, ni la jambe qui est à moitié arrachée, mais psychologiquement, j'étais pas trop mal à ce moment-là, donc ça allait. Et j'ai entendu dans une autre interview que ton collègue a voulu prendre des sacs au cas où. Ah, c'est Baba encore. Je crois que c'est 2 ou 3 jours avant cette mission-là. Il y a eu une formation secourisme au combat qui a été faite pour mon groupe.
Et moi, pendant cette formation-là, j'ai dû partir avec un Ukrainien en véhicule parce que je devais récupérer un autre collègue français qui devait nous rejoindre dans le groupe. Donc je suis parti faire quelques heures de route et eux, ils ont fait la formation, tu vois, pour ça. À la base, c'est moi qui devais être le médic, hein, donc la formation devait être pour moi de base, mais j'ai eu aucune formation, c'est eux qui l'ont eu finalement, quoi. Et dans cette formation-là, apparemment, ils ont entendu parler de sacs poubelles ou je sais pas trop quoi pour les attester en cas où. Et donc, la veille de la formation, de la mission, Baba, il dit, ah, prenez tous un sac poubelle, on sait jamais ce qui peut arriver, quoi. Et le lendemain, je me fais péter et je ramasse mes intestins dans un sac poubelle, tu vois. Donc, je sais pas si c'est du hasard, j'ai un peu de mal à croire au hasard, personnellement. Donc, souvent, j'aime bien lui dire qu'il m'a porté l'œil et que c'est lui qui m'a porté la poisse, tu vois, que c'est sa faute, en gros. Je le taquine, bien sûr, mais j'aime bien lui dire de temps en temps. Mais ouais, c'était. Sinon, bah, après, on aurait fait comme on est censé faire de base, quoi, avec des tissus qu'on essaie de mouiller, des tissus les plus propres possibles, ainsi de suite, même si c'est pas possible au front d'avoir des trucs propres. Mais de toute façon, ça avait déjà traîné par terre, donc au Ouais, faut final. pas les remettre quand les Non, intestins, faut jamais pas l'abdomen, essayer, jamais. jamais, jamais, Ok. jamais. C'est plein d'infections, c'est plein de bactéries, etc. Il faut garder ça hors du corps. Et d'aller à l'hôpital, que nettoie et ainsi de suite, traite. Je sais pas comment ils font après, je suis pas médecin, tu vois, mais qui nettoient au maximum. Et après, ils remettront ça à l'intérieur. Mais jamais. C'est un peu le réflexe que j'ai eu au tout début. Inconsciemment, bah, je peux pas dire quand tu te fais rentrer, parce que ça m'arrive une fois et j'en connais pas d'autres qui l'ont eu non plus. Mais je suppose que c'est ça. Tu sais, quand tu te fais rentrer, t'as un peu le réflexe de dire, de penser que c'est devant, c'est que ça sort devant. Un peu comme dans les films où tu vois les mecs qui Ouais. sont. Et du coup, moi, j'essaie de ramener ça devant, tu vois. À chaque fois, je voulais remettre ça dans l'abdomen au début, tu vois, parce que j'étais en train de. J'étais pas net au début, j'étais pas dans mon état. J'essayais moi-même de ramener ça dans mon abdomen. Et au fait, j'étais pété par le côté, donc heureusement, ça marchait pas, tu vois. Mais sinon, c'était une grosse connerie, Ouais, quoi. mauvaise idée, ouais. Très mauvaise idée, oui. De toute façon, par la suite, j'ai quand même eu 3 infections alors que je ne l'ai pas fait. Donc imagine que si je l'avais fait, tout ce qu'il y aurait eu en plus comme infection dans le corps, quoi. Donc j'ai failli faire la boulette, mais ça s'est bien passé. Ça s'est Et bien passé. après, retour en France, du coup? Retour en France, alors un peu compliqué. Retour le 8 août 2023, du coup. Donc quasiment un mois après la blessure. Le 3 août, pardon. 3 août. Ou 8, peu importe. Un ou deux, c'est pas très, très important. Pour rentrer, alors j'ai dû batailler un petit peu. Et heureusement, j'ai aussi l'aide de français. De français que je connais pas forcément de base, que je connaissais pas forcément de base. Mais tu sais, il y a un peu une espèce de solidarité des fois sur le front entre les Français, entre les Américains, ou même entre soldats, tout simplement. Et là, avec le contact d'un contact, au final, j'ai réussi à trouver quelqu'un qui avait déjà fait évacuer des blessés, un ou deux blessés, je crois, à l'époque de l'Ukraine. Et donc, qui avait un peu qui avait la connaissance pour comment pouvoir faire sortir quelqu'un, tu vois. Donc je suis rentré en contact avec lui et puis on a fait les démarches. Il a contacté, il s'appelle Nico, donc grosse dédicace à Nico qui m'a beaucoup aidé, énormément aidé pour sortir d'Ukraine. Avec Xavier Titelman du coup, qui est quelqu'un un peu, pas un peu, qui est médiatisé sur l'Ukraine, qui fait beaucoup de donations, ainsi de suite, qui ont participé aux frais de mon évacuation et à la démarche, quoi. Et donc, avec pas sans mal, avec beaucoup de papiers, avec beaucoup de patience et de tout. Après un mois, j'ai réussi à rentrer en France pour avoir les soins français, puis pouvoir être avec ma famille, pouvoir comprendre aussi ce qui se passait, parce que avoir un chirurgien, déjà un chirurgien en France, t'as déjà du mal à le comprendre. Quand il commence à te parler de ces trucs bizarres, tu comprends que dalle. Alors va comprendre un chirurgien en ukrainien, quoi. C'est Ouais. juste pas possible. C'est impossible de comprendre. Je savais pas ce qu'il faisait tous les matins, il m'emmenait au bloc, je savais pas ce qu'il. Il pouvait m'enlever des morceaux d'intestin, en remettre, je sais pas ce qu'il faisait. Donc j'ai décidé de rentrer en France, que c'était quand même mieux. Et je pense que c'était mieux du coup, parce que les infections ne sont pas forcément traitées en temps de guerre, c'est pas une priorité. Donc, ce qui veut dire que mon ostéite que j'ai eu par la suite aurait peut-être pu me tuer en Ukraine parce que ça n'aurait pas été une priorité pour eux alors que c'était assez grave. Donc voilà, c'était une bonne solution de rentrer quand même en France, quoi. Et en France, du coup, t'es pris en charge, vu que t'es blessé en Ukraine, ils te prennent en charge, la sécu, tout ça, ou pas du tout? Alors, pris en charge, ça dépend dans quel niveau, mais oui. Après, comme la Sécu m'a dit à l'époque, tout ressortissant français, toute personne tout français, de nationalité française, peut partir à l'étranger, même aux États-Unis, vivre pendant 15 ans. Il vit aux États-Unis, il a un accident, il vient en France, il est soigné. Ok. Parce que tu es français. C'est un peu le droit du sol, je sais pas comment on appelle ça, en tout cas. À partir de ta nationalité, tu as le droit d'être soigné tout le temps en France. Donc, moi y compris, je suis toujours français, quoi. Ok. Donc, ouais, j'ai été pris en charge. Et suite à tes blessures, c'était quoi le plus dur pour toi en arrivant en France? C'est compliqué à dire, il y en a tellement. Alors, Il y a tout qui le change plus. après dans ta vie. Blessure en elle-même, on va dire que le parcours, tu veux dire le parcours de soins, en gros, le Ouais. parcours de santé.
Et Il y a plusieurs étapes. psychologiquement aussi. Il y a plusieurs étapes. Il y a eu le coma qui était dur. Parce que j'ai vécu des trucs un peu style, tu sais, comment ils appellent ça? Je crois que c'est mort imminente, un peu des trucs du style Ouais, où tu te vois dans une situation qui n'était pas forcément, qui était la situation ou une vraie situation dans le sens où je me faisais toucher les intestins à ce moment-là. Donc c'était une opération en Ukraine, mais sauf que dans mon truc c'était un truc un peu fantaisie, tu vois, où j'étais dans une espèce de tribu, dans des grottes ou je sais pas quoi, et que ça me trifouillait les intestins. Et du coup, je ressentais la vraie douleur en fait. T'es censé être endormi pour pas avoir les douleurs, mais moi je la ressentais dans mon truc, donc c'était horrible. c'est comme un rêve conscient un peu, non? C'est comme un rêve conscient, et du coup, t'es conscient que c'est pas réel, ton Ouais. truc. Tu sais que c'est pas réel, mais tu sais que tu peux rien faire en fait, et que t'es obligé de subir l'événement jusqu'à la fin, et donc de sentir qu'on te trifouille les intestins, c'est très désagréable. Donc ça, c'était très mauvais en termes d'expérience, c'était une mauvaise expérience. Après, il y a eu la partie hélicoptère où on m'a sorti. En gros, dans mon truc, c'est des militaires qui sont venus, qui m'ont récupéré, qui m'ont sorti de cette grotte et qui m'ont emmené en hélicoptère. La réalité, c'est juste qu'on m'a transféré d'un hôpital à l'autre en hélicoptère, quoi, de Kiev, de Dnipro à Kiev en hélico. Donc ça, c'était le premier événement que j'ai eu, du coup, qui était désagréable parce que c'est le premier truc que j'ai vécu en Ukraine en tant que blessé. Après, il y a eu le réveil du coma qui est dur aussi. Quand t'es réveillé du coma, en tout cas, comme moi, ça m'est arrivé en Ukraine, j'avais les quatre membres attachés, donc les deux poignets et les deux chevilles. J'étais intubé. Donc là, t'as des tuyaux qui sont dans la gorge et tu peux pas parler, du coup, je peux rien faire, je peux pas bouger. Et tu restes pendant des heures et des heures avec ces trucs dans la gorge et les quatre membres attachés et des gens qui passent à côté de toi et qui te disent Maxime, 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 pour ça, pour te stimuler en fait, pour te réveiller. Sauf que eux, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que t'es conscient, tu vois. Dans ta tête, t'es conscient, t'as envie de te bouger et tu peux rien faire. T'es bloqué, c'est un peu comme une torture, tu vois. T'es bloqué, t'es avec un truc dans la gorge hyper désagréable, tu peux rien faire. C'est pas naturel, tu vois. Et ça, c'est un moment un peu dur aussi, un peu dur. Jusqu'au moment où ils ont enfin compris que je voulais juste écrire, tu vois. Je leur demandais de détacher un poignet. Ils ont eu du mal à comprendre, mais quand ils ont fini par comprendre, je leur ai dit quand vous voulez, je voulais écrire pour leur poser des questions, tu vois, savoir ce qui se passait, parce que je me souvenais même pas d'où j'étais en fait. Donc ça, c'est pas hyper agréable non plus, le réveil du coma. En tout cas, la phase où on te laisse un peu tout seul, c'est attaché comme un animal, tu vois, avec des trucs dans la gorge, des trucs dans les poignets, etc. Du coup, des perfusions et tout. Ça, après, il y a la partie vac thérapie. C'est en gros, j'ai eu les fils quand j'ai eu l'abdomen qui était suturé devant et sur les côtés. Et tous les fils ont pété quand j'étais en Ukraine. Donc quand je suis rentré en France, quand c'est comme ça et que c'est trop abîmé les peaux pour pouvoir recoudre, et ben on pose ce qu'ils appellent des vagues thérapies. Donc t'as une machine. Alors d'abord sur la plaie, c'est souvent pour des plaies, tu vois, des plaies assez importantes, etc. Sur la plaie, tu mets une mousse dessus, une mousse médicale, blanche ou noire en général. Et par-dessus ça, tu mets un espèce de collant avec un tuyau dedans qui est relié à la machine et qui va aspirer tout ce qu'il y a en dessous, et qui va mettre le sous-vide en fait. Ouais. Et en gros, ça va te compresser l'éponge, etc. Ça va être sous vide et ça va te faire mal, mais en même temps, ça va tirer les chairs vers le haut pour que ça cicatrise plus vite. En gros, ça va forcer les tissus à revenir plus rapidement vers le haut et donc ça va cicatriser plus vite. Ce qui veut dire peut-être, un exemple, hein, je n'en sais rien en termes de temps, peut-être qu'au lieu de mettre un mois à cicatriser, tu vas mettre une semaine et demie, tu vois. Donc tu gagnes beaucoup de temps quand même. Sauf que quand il retire ce truc-là, moi, je sentais, quand il me retirait la mousse, toute la mousse elle collait à la chair, etc., de l'abdomen, et je sentais le moindre morceau de chair qui se décollait à chaque fois, qui se déchirait, et c'était un enfer. J'en ai pleuré honnêtement de douleur, très Tu m'étonnes. honnêtement. J'en ai pleuré de douleur tellement j'en pouvais plus, quoi. Ça a duré longtemps, c'était 2 heures le truc, alors que normalement ça prend 10 minutes, et je sentais tout, ouais, tout, c'était un enfer. Après ça, j'ai décidé de me le faire au bloc, parce que j'ai bien compris que c'était pas possible en dehors. Mais j'ai bien morflé ce jour-là. Et après, en termes de douleur, ça va, je dirais. Après, c'est les post-opératoires. Quand je me fais opérer, j'ai eu tellement de nerfs qui ont été touchés que la connexion du cerveau au nerf n'est plus très bonne. Et en fait, quelque chose qui n'est pas censé faire mal à quelqu'un de normal, moi, ça me fait super mal en fait. Ok. Donc, il y a plein de trucs que je suis bien en opération ou alors en post-opération pour pouvoir préparer les opérations qui sont censées être banales et pas douloureux. Mais moi, ça me fait crever de douleur, quoi. Une fois, on a voulu me faire des injections de Botox. Donc, le Botox, ça sert aussi à détendre les muscles. Donc, ça peut être aussi utilisé pour la chirurgie réparatrice. Et pour ça, il devait rentrer une aiguille quand même assez grosse, assez large hein, quand même, et puis assez longue sur les flancs, sur les deux flancs, ici. Il m'a dit, ça fait pas mal, on le fait assez régulièrement, et les gens n'ont pas mal.
J'étais sous kétamine à un moment donné, même avec la kétamine, je hurlais de douleur, tu vois. Ah oui. Alors que j'avais le plafond qui tournait en même temps, hein. La kétamine m'avait défoncé, je voyais le plafond qui tournait, je voyais plus rien. Et malgré ça, j'avais quand même la douleur qui me faisait hurler, tu vois. Donc c'est ce genre de truc qui peut être désagréable, on va dire, post-blessure, hein, en termes de tout ce qui est soins de santé, de chirurgie, etc. Sinon, le reste, ça va plus ou moins. Et t'arrives à marcher quand même, du coup, sans Ouais, problème ou sans problème, non, j'ai des problèmes. ça fait mal quand même? Je boite, j'ai des douleurs au bassin et à la jambe. En gros, j'ai la jambe qui est ouverte jusqu'au genou, sur le milieu. Donc, j'ai le nerf qui a été touché et ainsi de suite. Donc, du genou jusqu'au pec, en gros, j'ai des douleurs. Donc, la marche n'est pas normale. Je boite un peu. J'ai des jours qui sont plus de d'autres et je ne peux pas marcher très longtemps non plus. Je ne peux pas faire 2-3 km de suite. Donc, je suis un peu limité quand même. Mais je marche. À la base, la jambe ne fonctionnait plus trop. Donc, Ouais, t'as eu de c'est la quand chance, même ouais. pas mal, quoi. J'ai une moitié de bassin en moins et je marche quand même. Donc, bon, ça va, quoi. Ouais, Donc, ça non, aurait non, pu être pire, ouais. ça aurait pu être pire. Là, moi, là-bas, je m'étais fait l'idée d'être en fauteuil roulant, Ouais, de perdre une jambe ou d'être en fauteuil roulant, d'être infirme, peu importe. Donc, à partir du moment où tu t'es fait cette idée-là et qu'au final, tu arrives à marcher, bah, c'est que du bonus. Donc, tu peux pas te plaindre, tu vois. Tu es forcément content. Donc, non, non, ça me va. Moi, je suis bien comme ça. Ça me suffit en tout cas. et maintenant, du coup, t'as des projets ou qu'est-ce que tu vas faire suite à tout ça? Euh, c'est la question, un peu la question du Ouais, jour, hein, un du coup, peu. tu peux pas travailler, Actuellement, non. non? Actuellement, non. Déjà, mon état de santé ne permet pas. J'ai pas fini mes opérations. Il me reste encore une opération, une grosse opération, la plus grosse d'ailleurs, à recevoir. Euh, les, ét- les organismes de travail ne veulent même pas me faire travailler parce que mon état de santé n'est pas bon. Donc, pour l'instant, non. Dans le futur, je sais pas. Actuellement, honnêtement, j'ai beau réfléchir depuis 2 ans, j'ai pas d'idée. À part me dire que j'ai envie d'entreprendre, de faire quelque chose pour moi, d'ouvrir un truc pour moi. J'arrive pas à avoir d'idée, tu vois. Je repense au front, j'ai envie de retourner au front de temps en temps. Ah ouais, ça te manque un peu? Tout le temps, ça me manque tout le temps d'aller au front. Donc, Ça t'a pas dégoûté, du coup, l'accident? non, non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Donc, il y a ça qui est en premier, et après, du coup, ça cache, ça voile un peu le reste. Et donc, j'arrive pas forcément à m'imaginer faire autre chose pour l'instant. Donc, j'ai pas, franchement, pas d'idée pour le futur. Après, ce que j'aimerais bien faire, par contre, j'en fais déjà un petit peu de temps en temps, c'est intervenir dans des écoles, dans des lycées plutôt, on va dire à partir de 15 ans, tu vois, que les adolescents puissent comprendre la situation et pas être choqués. Et à partir de 15 ans, aller dans des écoles, des lycées, etc., pour faire des interventions, expliquer comment ça se passe la guerre, comment c'est la vraie violence, quel est le résultat de tout ça, et ainsi de suite, tu vois, expliquer comment ça se passe en Ukraine. Euh, et que bah voilà, c'est pas que à la télé, que c'est pas que dans les jeux vidéo que ça se passe, et que bah, derrière tout ça, il y a vraiment des gens qui meurent, quoi. Ok. Et puis expliquer aussi bah, les raisons, bah, comment ça se passe pour les Ukrainiens, quoi. Tout simplement les familles, les civils qui sont aussi touchés par tout ça, quoi. Donc voilà, c'est un truc ça, que je fais un peu de temps en temps. J'ai eu l'occasion de faire, que j'aime bien. Si je peux le développer, c'est bien. C'est pas mal. Ça me plairait pas trop mal en tout cas. Donc voilà. Bon, ben, bon, on est bon. Ouais, tout bon? Bon, ben, merci à tous d'avoir regardé. C'était Maxime. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et on se revoit bientôt pour un nouveau podcast. Merci beaucoup.